En 2022, Starbucks a vendu plus de 4 milliards de cafés. C'est un café toutes les 127 secondes, pour un chiffre d'affaires total de 32 milliards de dollars. On peut dire que Starbucks est le géant du café, vraiment. Eh bien, contrairement à ce que la plupart des gens croient, et je le croyais aussi, le business de Starbucks n'est pas le business du café. Non, en réalité, ils ont un business model caché que beaucoup d'autres entreprises utilisent aussi. Je te parle de compagnies aériennes comme American Airlines ou Delta, ou encore de Apple et de Walmart. Et pour être honnête avec toi, toutes ces entreprises, elles ont raison de le faire, car c'est un business très lucratif. C'est l'un des modèles les plus scalables au monde, puisqu'on évalue la marge à 100%. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à investir massivement dans ce type d'entreprise. Aux États-Unis, on appelle ça les fintech. Aujourd'hui, j'en suis à plusieurs dizaines de millions de dollars investis dans les fintech. Je m'appelle Gabriel Jarosson et depuis 2013, j'investis massivement dans les startups. Depuis 2017, j'ai aidé plus de 700 investisseurs particuliers à investir dans les meilleures startups de la Silicon Valley. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est ma stratégie par rapport aux fintech, pourquoi j'ai décidé d'investir massivement dans ces entreprises et comment toi aussi, tu peux détecter et investir dans les meilleures fintech au monde. Le premier café Starbucks ouvre ses portes en 1971 à Seattle. En 1990, le nombre d'établissements est monté à peu près 80 et seulement 5 ans plus tard, en 1995, il y a plus de 650 établissements. À son pic de croissance, c'était 7 nouveaux magasins qui ouvraient par jour dans le monde. Et aujourd'hui, en tout, on compte plus de 32 000 cafés Starbucks. En 50 ans, la marque de café s'est répandue comme une épidémie partout dans le monde. Mais un grand tournant pour la marque arrive en 2009. C'est à ce moment-là que la chaîne de café est l'une des premières au monde à se lancer dans le digital grâce à son application. Et en réalité, c'est un moment clé dans l'histoire de Starbucks, car ça a défini tout le reste de son histoire. Pour t'expliquer comment fonctionne l'application, eh bien, tu dois commencer par créditer ton compte Starbucks sur l'application avec un minimum de 5 $. Ensuite, l'application te permet de cumuler des points de fidélité en payant directement avec ton application sans avoir besoin de sortir ta carte bleue. Et en plus de ça, si tu payes avec l'appli, tu reçois des étoiles qui te permettent à terme d'avoir des boissons gratuites. Par exemple, en ce moment en France, pour 1 € dépensé, tu as 3 étoiles et quand tu as 150 étoiles, tu as une boisson offerte. Dès le lancement de l'application, Starbucks observe une augmentation de ses ventes. Partout dans le monde, les ventes par magasin ont augmenté de 7% en moyenne et les visites dans le magasin ont augmenté de 4% en moyenne. Ça peut paraître peu, mais ça a permis à la marque d'augmenter ses revenus de 18%, ce qui est quand même assez énorme, et d'engranger un chiffre d'affaires record de 4,9 milliards de dollars au premier trimestre du lancement de cette application. Alors, ça a l'air génial dit comme ça, mais il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est très important. À chaque fois que tu vas créditer ton compte, tu vas donner de l'argent à Starbucks en avance. Et Starbucks va utiliser cet argent pour financer ses opérations. Un petit peu comme le ferait une banque. Fin 2019, les 30 millions d'utilisateurs de l'application Starbucks avaient déposé collectivement 1,5 milliard de dollars sur l'application. Ces 30 millions de personnes avaient donc accordé sans le savoir un prêt à Starbucks d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Pour que tu te rendes compte de la magnitude de ce que ça représente, il faut que tu saches que 85% des banques américaines ont pour moins d'1 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Et donc c'est pour cette raison que Starbucks met le paquet sur son application, ça leur permet de se financer à très très grande échelle facilement. L'an dernier, l'entreprise Starbucks s'est même lancée dans les NFT. En cumulant des points de fidélité, eh bien tu peux gagner des NFT à l'effigie de Starbucks. Bref, Starbucks l'a bien compris, plus tu accumules de l'argent de tes clients, plus tu peux le faire travailler pour toi. Imagine un monde où les taux d'intérêt sont de 4%, ce qui est pas très très loin de la réalité. Eh bien sans rien faire, uniquement en plaçant ces 1,5 milliard de dollars, Starbucks va gagner automatiquement 60 millions de dollars par an, simplement avec les dépôts. Sans compter ce qu'on appelle le breakage, c'est les fameuses cartes cadeaux, cartes fidélité qui sont offertes et qui ne sont jamais utilisées et qui finissent par expirer par exemple au bout d'1 an. On estime que c'est jusqu'à 10% des montants totaux, donc sur 1,5 milliard, ça représenterait 150 millions de dollars pour Starbucks. On est donc ici sur un business qui générerait plus de 200 millions de dollars à Starbucks par an sans rien faire du tout. Tu vois maintenant pourquoi beaucoup de personnes disent de Starbucks que c'est l'une des plus grandes banques américaines. C'est parce qu'il s'avère que finalement, l'entreprise aujourd'hui gagne plus d'argent avec son programme de fidélité qu'en vendant du café. Et ce n'est pas pour rien que d'autres entreprises lui ont emboîté le pas. En 2014, Apple s'est lancé dans la fintech avec Apple Pay. Et 5 ans plus tard, en 2019, Apple s'est associé à Goldman Sachs pour sortir sa propre carte de crédit qu'il propose à ses clients aux États-Unis. Ce qui rend l'Apple Card si particulière et si intéressante, c'est probablement son système de cashback sur les achats réalisés. Ainsi, si un client dépense de l'argent avec Apple Pay, il récupère 2% du montant qu'il a dépensé.
Si à la place d'Apple Pay il utilise sa carte physique, il récupère 1%. Et enfin, s'il dépense chez des produits Apple, s'il achète des produits directement de la marque Apple, il récupère jusqu'à 3% de cashback sur ce qu'il a dépensé. L'astuce pour Apple, elle est très simple. Puisqu'il s'agit d'une carte de crédit, eh bien, les taux d'intérêt sont situés entre 13 et 24%. Et donc, il est très facile d'accorder 1, 2 ou 3% de remise aux clients. Et évidemment, ces taux de 13 à 24% peuvent nous paraître énormes, mais c'est tout à fait classique sur des cartes de crédit aux États-Unis. Bien avant Starbucks et Apple, Walmart avait lancé dès 2007 la Walmart Money Card, une carte de débit prépayée qui permet aux clients de Walmart de gérer leur argent, de faire leurs dépenses en ligne ou en magasin et de payer notamment leurs factures. En 2014, Walmart avait ensuite proposé le Walmart to Walmart, un service de peer-to-peer qui permettait d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre aux États-Unis. L'astuce ici, encore une fois, ce sont les frais d'utilisation qui commencent à 4 $ pour un petit transfert et qui montent jusqu'à 16 $ pour un transfert plus important. Encore une fois, ça permet à Walmart de gagner une commission sans faire grand-chose puisqu'il s'agit d'un mouvement d'argent. C'est simplement une ligne sur un ordinateur qui bouge, mais eux, ils facturent ça 16 $. Et selon le magazine financier Barron's, les services financiers de Walmart leur rapporteraient jusqu'à 3 milliards de dollars par an. Tu l'as compris, une façon simple, entre guillemets, de gagner de l'argent, c'est de gérer des opérations financières, de devenir une fintech. Aujourd'hui, toutes les fintechs sont des entreprises qui gèrent de l'argent, donc à un moment ou à un autre, elles ont de l'argent sur leur compte et elles peuvent le faire travailler, elles peuvent facturer des commissions sur des mouvements monétaires. Évidemment, toutes ces fintechs sont entièrement scalables puisqu'elles ne manipulent que de l'argent informatique dont je parlais à l'instant, des 0 et des 1. Elles ne manipulent pas d'argent physique. Donc ça ne coûte absolument rien. C'est tellement intéressant comme business que bientôt, toutes les entreprises du monde feront ça. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le célèbre fonds d'investissement Andreessen Horowitz. Ce fonds légendaire, créé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, deux entrepreneurs à succès, gère aujourd'hui et investit plus de 18 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands fonds d'investissement de la Silicon Valley. Ils sont notamment célèbres pour avoir investi très tôt dans des géants technologiques et la liste est longue. Twitter, LinkedIn, Airbnb, Pinterest, Slack, Coinbase, Foursquare ou Skype, pour te dire que les gars sont pas des débutants. Dans un article devenu célèbre, écrit en 2020, ils annoncent tout simplement toutes les entreprises vont devenir des fintech. Grâce à de nombreux outils en ligne digitalisé permettant à presque n'importe qui d'intégrer dans son produit SaaS une option de paiement, une option de dépôt d'argent, eh bien c'est de plus en plus facile et de plus en plus intéressant pour de très nombreuses entreprises de s'orienter vers ce système et de devenir des fintech. Et ça n'a pas raté. L'année dernière, en 2022, plus de 2000 startups se sont lancées et se revendiquent comme étant des fintech. Alors, voilà pourquoi je m'intéresse si particulièrement aux fintech. Premièrement, car c'est très lucratif. Deuxièmement, car c'est l'un des modèles les plus scalables au monde. Troisièmement, car ça permet de gagner de l'argent avec de l'argent, ce qui est quand même l'une des façons les plus sympas de gagner de l'argent. Et enfin, quatrièmement, parce que la marge, elle est de 100%, c'est un business avec une marge énorme, on peut pas faire plus que 100%. Et récemment, j'ai investi dans plusieurs startups fintech américaines de la Silicon Valley qui sortent tout droit du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco. Voici donc quelques exemples de fintech dans lesquels j'ai investi. Tout d'abord, Pana, une solution de crédit et d'échange de devises à destination des latinos aux États-Unis. Comme tu sais, il y a plus de 60 millions de latinos aux États-Unis. Ils gagnent de l'argent, beaucoup d'argent aux États-Unis, qu'ils envoient en général chez eux dans leur pays, que ce soit au Mexique ou dans toute l'Amérique latine. J'avais parlé au CEO de Pana en septembre 2022 et lorsque je lui ai reparlé en janvier, c'est-à-dire 4 mois plus tard, il avait multiplié son volume de transactions par 10 en seulement 4 mois. C'est donc une traction extraordinaire et comme tu le sais certainement, la traction c'est l'un de mes critères d'investissement les plus importants et j'ai donc décidé d'investir à ce moment-là. J'utilise 9 critères indiscutables dont la traction fait partie pour dénicher les meilleures pépites et y investir avec Léonis Investissement, mon club privé dans lequel je propose aux particuliers d'investir avec moi. Depuis 2020, avec 700 investisseurs particuliers, eh bien, ces critères m'ont permis d'investir plus de 20 millions de dollars dans les startups du Y Combinator, ce fameux incubateur extrêmement prestigieux. Et aujourd'hui, ces 20 millions de dollars sont valorisés à 49 millions de dollars, c'est-à-dire 2,5 fois plus en seulement 3 ans, puisque ça s'est passé entre 2020 et 2023. D'ailleurs, si tu veux découvrir mes critères d'investissement, eh bien, tu peux les télécharger, le lien est dans la description juste en dessous, et c'est entièrement gratuit. Revenons à nos fintech, voici un deuxième exemple. J'ai investi dans Marou, une solution de financement pour les couples américains qui veulent se marier. Un mariage, ça coûte très cher, et Marou te permet d'étaler tes paiements pour faire passer la facture un petit peu plus facilement. On y a investi en août 2021,
Et un an après, en septembre 2022, Marou connaissait toujours une croissance de 30% par mois. Nous avons aussi investi dans OneText, une solution de paiement par SMS. On y a investi en décembre dernier, avant même qu'ils rentrent au Y Combinator. Et depuis notre investissement, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 6. On a également investi dans Blue Dot, une solution de gestion de véhicules électriques et de paiement pour les recharges. Cette startup fait 40% de croissance par semaine depuis notre investissement cette année. Et comme je te le disais à l'instant, si tu veux savoir comment je sélectionne ces startups à très fort potentiel pour y investir avec plus de 700 particuliers français, eh bien tu peux télécharger gratuitement mes critères d'investissement. Ils sont juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit. D'ailleurs, est-ce que tu savais que plus les gens sont riches, plus ils consacrent une partie importante de leurs investissements aux startups? Eh bien si tu veux savoir comment investir comme les ultra riches, j'ai donné une conférence dans un stade de foot à ce sujet et je te mets le lien, tu peux la regarder juste après.